fin de mission pour l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Après 4 années d'exercice, le diplomate israélien est allé faire ses adieux aujourd'hui au président de la République, Alassane Ouattara. Le budget de l'État pour l'année 2013 vient d'être révisé à la hausse de 70 milliards de francs CFA. Le projet de loi a été adopté aujourd'hui par les députés. Les résultats du baccalauréat session 2013 sont connus depuis cet après-midi, 33,58%. C'est le taux de réussite cette année, des résultats en nette hausse par rapport à ceux de l'année dernière où l'on a enregistré 25,22% d'admis. Hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, dans le nord du Sinaï, 4 personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans des attaques armées perpétrées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. On commence au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu en audience l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Le diplomate israélien est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au chef de l'État. Compte rendu d'audience avec Viviane Aïmé. Après 4 ans de présence en Côte d'Ivoire, son Excellence Béni Omer, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, était reçu dans la matinée de ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa toute dernière fois en tant que chef de mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Avant son départ, il a fait avec le président de la République un point des nombreux projets de coopération dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, des projets en cours de réalisation et auxquels il a contribué en tant qu'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes en train de former des jeunes futurs ingénieurs agronomes ivoiriens en Israël. Cette année, on a eu un groupe de 5, c'est les premiers. L'année prochaine, le mois de septembre, il y aura une trentaine de jeunes Ivoiriens qui vont voyager en Israël pour une formation qui dure 11 mois. On a parlé de coopération dans le domaine d'infrastructure. Si on parle des routes bitumées, des pistes rurales qu'on peut stabiliser avec un produit qu'on a développé en Israël, avec une société qui sera prête à venir assez rapidement et présenter son savoir-faire et installer le système. On a parlé d'autres projets, par exemple de l'énergie. Et je suis heureux de vous annoncer que bientôt il y aura une société israélienne, Telemenia, qui va construire une centrale électrique à Sangon de 370 MW. Je pense que ça peut ajouter un peu à la capacité énergétique de votre beau pays. Une des idées que j'ai échangées avec le chef de l'État, c'était l'installation d'un centre de formation professionnelle. Parce qu'une des préoccupations du président de la République, c'est l'emploi des jeunes. Ce centre de formation qu'on a déjà installé dans un autre pays en Afrique, au Cameroun, avec des résultats vraiment impressionnants. Si on peut faire la même chose ici pour la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, et former des gens, des petits métiers, des mécaniciens, des techniciens. Autant de projets qui annoncent le grand retour de la coopération avec Israël, coopération vieille que la visite du président de la République Alassane Ouattara en Israël en juin 2012 a véritablement relancé. Et je vous l'annonçais également au début du journal, le budget de l'État pour l'année 2013 vient d'être révisé à la hausse de 70 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificative proposé à cet effet par la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, a été adopté ce matin par les députés. Le reportage de Léon Brou. D'environ 3 814 milliards de francs initialement, le budget 2013 de l'État de Côte d'Ivoire va passer à plus de 3 883 milliards de francs CFA. La première étape pour la modification de ce budget, l'adoption par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, a été passée ce lundi. C'est à l'issue de 4h30 de débat, soit de 10h à 14h30, le temps pour la ministre chargée de l'économie et des finances de convaincre les députés sur les motivations de cette hausse budgétaire. Hausse de 6% correspondant à 69 197 millions de francs CFA pour boucler le financement d'un certain nombre d'investissements publics.
Nous avons par exemple des projets aussi importants que l'autoroute du Nord. Il y a également des dépenses relatives à l'ADDR, des projets aussi importants que le pont de Jacquesville pour lesquels les financements complémentaires étaient nécessaires. Donc c'est un ensemble de compléments budgétaires qu'il était nécessaire de mobiliser. Évoquant des projets comme la réhabilitation de la route Adzopé-Bondoukou, l'émissaire du gouvernement a rassuré les députés sur le bon état d'avancement du dossier de financement. Le nord-est que constituent Bouna et Bondoukou est un grenier de la Côte d'Ivoire, même si ces populations ont besoin d'électricité, mais je crois que le premier élément d'abord, c'est la route. Autre sujet également abordé, l'état d'exécution du budget initial pour l'année 2013. La ministre auprès du Premier ministre en charge de l'économie et des finances a dressé le bilan du premier trimestre et expliqué que l'état du deuxième trimestre 2013 sera disponible 45 jours à compter de fin juin. Et les résultats du baccalauréat session 2013 sont connus depuis cet après-midi, 33,58%. C'est le taux de réussite cette année, des résultats en nette hausse par rapport à ceux de l'année dernière, où l'on a enregistré 25,22% d'admis. Avec Beket Aliko et Adama Kone, rendons-nous dans quelques centres pour voir l'ambiance lors de la proclamation de ces résultats. 14h13 ce lundi 15 juillet, lycée moderne Adjamé Ariste. Cris, larmes de joie et embrassades sont au rendez-vous. Ils sont tout heureux, ces admis au baccalauréat 2013. J'ai eu la mention avec 269 points, 14 en maths et 17 en physique. Donc ce soir, on va rendre gloire à Dieu. On va vraiment célébrer le Seigneur des Seigneurs, qui est Jésus. J'ai eu mon baccalauréat cette année scolaire. Je suis très ravie parce que j'ai beaucoup travaillé. Je me suis battue à fond. J'étais à l'internat, mais malgré les moustiques et les difficultés de là-bas, je me suis en sortie. Je suis très fière. Je viens d'obtenir le bac A2 avec mention passable. Vraiment, c'est les sentiments de joie qui sont dans mon cœur. La seule chose que je veux dire, c'est merci à Dieu. J'ai trop souffert. Merci à Dieu. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci Seigneur. Après le lycée moderne d'Adjamé, direction le collège moderne de Cocody. Là, l'ambiance est tout autre pour ceux qui n'ont pas réussi à franchir la barre de 200 points. J'étais candidate au bac C 2013 et ça n'a pas marché. La vie continue. L'année prochaine, j'espère recommencer et avoir mon bac avec la mention. Le taux de réussite du bac général, technique et artistique est de 33,58%, soit un bond de 8,36 points par rapport au taux de l'année dernière de 25,22%. Et nos reporters dans la région de Gbeke se sont aussi rendus dans des centres pour voir l'ambiance à la proclamation de ces résultats. Explosion de joie pour des admis, mais des larmes pour les recalés. Voyons cela avec Ami Sissoko et Charles Tatou qui soulignent que le taux de réussite dans la région est satisfaisant. Ça y est, les résultats du bac 2013 sont tombés. Candidat approché. Tout le monde est passé par là. Candidat approché. 10 242 candidats qui ont affronté les épreuves du bac dans la région de Gbeke sont désormais fixés sur leur sort. Je suis vraiment heureux. Ici, je dédie cette réussite à maman. J'ai passé le bac 3 fois. Je viens de l'obtenir. Enfin, j'ai eu mon bac. Depuis l'an passé, j'attendais ce moment-là. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Après une année scolaire relativement calme et des épreuves jugées abordables dans l'ensemble, le pourcentage des bacheliers promotion 2013 de Gbeke est au-dessus du taux national, avec 35,31% pour la DREN 1 et 37,19% pour la DREN 2 contre 33,58%. Pour les candidats du centre Nembo 1, je suis fier de vous. Vous avez fait un bac propre, sans fraude. Vos enseignants, vos parents peuvent être fiers de vous. Cependant, dans certains centres, c'est une amertume pour des candidats à l'image de Ouattara Nkongo Adeline en série A2. Je n'ai pas encore retiré ma colonne. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ça sera ma 4e année, mais je compte reprendre. Dans le centre Nebo 1, 102 candidats auraient pu éviter l'échec s'ils avaient obtenu leur moyenne de classe. Des réclamations peuvent porter sur des erreurs. S'il y a des erreurs dans l'orthographe des noms et prénoms,
erreur sur le numéro de table ou le matricule, erreur ou omission des dates et lieux de naissance. Ce n'est pas la peine de vous énerver et de déchirer l'attestation. Adressez-vous au secrétariat pour de plus amples informations. Les inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014 se dérouleront du 15 juillet au 15 septembre prochain. Et notez qu'ils étaient au total 215 382 candidats à frapper cette année aux portes des universités et grandes écoles. 55 124 ont pu avoir leur ticket. La direction des examens et concours annonce un taux de réussite, vous l'avez déjà entendu, de 33,58%. Le taux le plus élevé d'admis a été enregistré dans la ville de Grand-Bassam avec 46,01% d'admis. Le reportage de Francis Boifo. 33,58%. C'est le taux de réussite du baccalauréat session 2013, comparativement à celui de 2012 qui s'élevait à 25,22%. Les résultats de cette année enregistrent une hausse de 8,36% avec 55 124 admis sur les 215 382 candidats inscrits. Tous ces résultats qui sont en train de s'améliorer sont l'expression de la quiétude, de la tranquillité et de l'apaisement du front social. Ces acquis ont permis aux candidats, à leurs parents et à tous les acteurs de travailler dans la sérénité. Des perspectives meilleures sont envisagées par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour faire de l'école ivoirienne une école de réussite en insistant davantage sur la qualité du travail et des diplômes délivrés. La ville de Grand-Bassam enregistre le plus grand taux d'admis avec 46,01% et Gagnoa ferme la marche avec 23,42%. La proclamation des résultats du baccalauréat ce lundi boucle la série des examens à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette proclamation coïncide avec le début du processus d'inscription en ligne des élèves des classes de 5e à la 3e et de la première à la terminale. La rentrée scolaire 2013-2014, elle, est fixée au 16 septembre 2013. Il n'y reste plus que les examens du brevet de technicien supérieur, dont les épreuves écrites et orales sont prévues pour fin juillet, début août. Par ailleurs, le code des douanes ivoiriennes, vieux d'une cinquantaine d'années, n'est plus adapté aux normes communautaires et internationales en vigueur. Un toilettage s'impose donc et c'est l'exercice auquel se livrent l'administration des douanes, secteur privé et autres partenaires des douanes ivoiriennes. Le présent séminaire qui se tient à Grand-Bassam n'est pas une première. Plusieurs rencontres ont eu lieu depuis 2008, mais cette fois-ci, il s'agit de sortir les tests à proposer au gouvernement ivoirien pour adoption. Après 9 mois de sensibilisation, l'heure est maintenant à la répression et l'État veut mettre de l'ordre dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire. L'opération de contrôle de pièces destinées aux chauffeurs de taxis compteurs et de taxis banalisés a démarré aujourd'hui. Les propriétaires des véhicules de transport urbain sont invités à se conformer aux règles sous peine de voir leur voiture mise en fourrière. Francis Boifo a suivi pour vous l'opération de contrôle. La phase de répression des véhicules de transport en commun, taxis compteurs, communaux et véhicules banalisés, est-elle rentrée en vigueur ce lundi comme annoncé? Pour ce qui est des contrôles routiers, aucune affluence des forces de l'ordre dans les rues de Yopougon, Plateau et Cocody où l'on est passé. Cependant, un constat. Plusieurs taxis communaux ont garé, de même que les véhicules banalisés communément appelés Waro-Waro. Nous avons constaté que pratiquement nos gares sont à peu près vides par rapport à l'arrêt des Waro-Waro intercommunaux. En tant que chargeur, c'est de ça nous vit. Donc déjà ça nous fait un manque à gagner. Un manque à gagner pour certains propriétaires de véhicules banalisés. Ils disent être confrontés à une équation. Nous, les Waro-Waro intercommunaux, on ne sait même pas où on va se diriger. On nous dit de faire les pièces, mais on ne sait pas où on va se diriger. Il y a deux structures, il y a Colotique et puis il y a Sotique. On ne sait pas où on va aller faire les pièces. Il y a au moins 4 voitures sur la ligne. Tous les 4 Waro-Waro sont garés par rapport à la situation. Il faut qu'on nous montre les lieux sûrs où on doit aller se mettre à jour. Souvent on nous dit Bénet, souvent on nous dit Sotique, souvent on nous dit Politique, souvent on nous dit IGTCI. Je ne sais pas où aller se mettre à jour. Ignorance ou manque de communication,
En tout cas, l'on retient que l'annonce de la phase de répression des véhicules n'ayant pas les documents administratifs tels que la patente, le certificat de visite technique et l'assurance du transport public voyageur a eu une influence sur le trafic routier ce lundi. Ça fait 1 heure du temps que j'attends ce véhicule ici. Et c'est maintenant que j'ai eu le véhicule. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a trop de monde par rapport à avant. Et surtout à cette heure-là, et généralement, on a les taxis un peu plus facilement à cette heure. Mais à ce moment-là, vous voyez qu'il y a du monde et puis bon, il n'y a pas de taxi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Les autorités en charge des transports indiquent que l'opération de répression vise à normaliser le transport interurbain et à assurer la sécurité des usagers. Ils ne sont pas contents, les jeunes Ivoiriens importateurs de véhicules d'occasion. Aujourd'hui, ils ont envahi l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire, dans la commune du Plateau. Et pour cause, un opérateur immobilier libanais leur aurait présenté un titre foncier attestant qu'il est le propriétaire du site où ils ont été relocalisés après leur déguerpissement par l'État de Côte d'Ivoire il y a quelques mois. Le parking concerné est situé dans la commune de Makori, en zone 3. Et plus de 600 jeunes Ivoiriens y travaillent et ils entendent poursuivre la grève afin de se faire entendre par les autorités compétentes. Notre reporter s'est rendu sur le terrain pour écouter les deux parties. Demain, son compte rendu complet. Et puis, on passe maintenant à ce premier salon du porc et produits dérivés qui se tiendra bientôt en Côte d'Ivoire. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce sera l'occasion de faire la promotion des produits porcins et de relancer surtout la filière qui a connu de nombreuses difficultés. On en parle avec Hugues Viblé. La peste porcine qui a conduit à l'abattage de 60% du cheptel en 1996 et les différentes crises socio-politiques de 1992 à 2012 ont été des moments difficiles pour la filière porcine en Côte d'Ivoire. Fini les crises, la redynamisation est en marche. Un plan de relance était nécessaire d'un coût global de 4,8 milliards de francs CFA. Nous allons parler dans le cadre de ce plan du renforcement des capacités des acteurs et de l'assistance technique qu'il faut donner à tous les producteurs dans le secteur porcin. Le plan de relance de la filière porcine avec des moyens qui ont besoin d'être renforcés, les solutions aux préoccupations des 1500 éleveurs en quête notamment de financement. Il en sera question au cours des premières journées promotionnelles le 17 et 18 juillet. Seront également évoqués les moyens mis en œuvre pour protéger la santé du consommateur. La viande de porc est parmi les viandes les meilleures, c'est ce que je peux dire. C'est d'abord la viande blanche. À notre niveau ici, nous contrôlons, n'est-ce pas, la viande. Il y a des vétérinaires qui font ce contrôle-là. Alors donc au niveau des supermarchés, vous avez plusieurs gammes de produits qui sont vraiment des produits, je peux dire, sains, sans risque pour la santé des consommateurs. La Côte d'Ivoire ne couvre actuellement que 21% de ses besoins de consommation en viande porcine. Les premières journées de la viande de porc et des produits dérivés de ce mois de juillet viennent encourager éleveurs et transformateurs à produire davantage pour combler ce manque. L'ONG Association Leadership se penche sur les obstacles à l'auto-emploi. L'ONG pointe du doigt plusieurs obstacles, notamment le manque de fonds, de formation, et l'absence d'orientation et d'information. Les jeunes ignorent, selon cette ONG, les structures mises en place pour appuyer l'auto-emploi. Alors, une conférence de presse a été organisée pour informer les jeunes. Serge Ngomé, Chantal Akanda. 3 millions, c'est le nombre des jeunes de 15 à 35 ans qui sont en quête d'emploi en Côte d'Ivoire. Une conférence donc pour éclairer ces jeunes. Sujet de la rencontre, les jeunes face à l'auto-emploi, une initiative de l'association Ivoire Leadership. Pour ces jeunes, la solution pour réduire considérablement le chômage reste l'auto-emploi. Cependant, cette volonté entrepreneuriale se heurte à des obstacles. Pour parler d'auto-emploi, il faut que les jeunes soient formés déjà à toutes les techniques de l'étude de marché, à toutes les techniques d'accès au financement et à la viabilité de leur projet. Pour les responsables de l'ONG, certes, les difficultés énumérées sont réelles, cependant elles ne constituent pas le plus grand obstacle qui demeure le manque d'information et d'orientation. Les structures mises en place à cet effet ne sont pas fréquentées par les jeunes. Il faut informer les jeunes sur l'entrepreneuriat. Les jeunes ne sont pas informés et ils ne vont pas à la recherche d'informations aussi. Nous savons qu'aujourd'hui, le gouvernement donne une perspective d'introduire les jeunes à l'entrepreneuriat. Et nous, aujourd'hui, nous venons expliquer aux jeunes comment monter un projet, comment gérer leurs idées et comment obtenir le financement. Créée en 2008,
L'association Ivoire Leadership mène régulièrement des actions de sensibilisation et d'information dans le milieu des jeunes en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans ont commencé le jeûne du Ramadan il y a 6 jours et cette période de privation malheureusement profite à certains commerçants qui ont augmenté les prix des denrées alimentaires. Les consommateurs mécontents justement décrivent la situation et les grossistes et détaillants tentent tant bien que mal de justifier leurs actes. Ouattaramadou Walter, Kouadou Kwame Jean Le Dieu pour le reportage. Les prix de certains produits alimentaires tels que le riz, le sucre et le lait connaissent une hausse considérable en ces débuts du mois du carême musulman. C'est le triste constat après une visite sur les différents marchés de Bouaké. Une situation que n'apprécient pas du tout les populations. Pour elles, rien ne justifie cette augmentation des prix des denrées de première nécessité. Le marché a dit que ce qui est cher, riz est cher. On ne sait pas comment on va faire. Des dingues que chacun on prenait ça à 7 000 francs. Mais maintenant, c'est à 7 500. Le 25 kilos là. Non, on peut dire que c'est l'État. L'État doit contrôler ceux qui sont les grossistes là. Quand ça domine les grossistes, ça va dominer sur nous. C'est la spéculation, hein, puisqu'on sait que pendant le mois de carême, les gens utilisent beaucoup les légumes et autres, tout ça là, et la viande et autres. Donc les gens ils spéculent dessus, ils savent que forcé tu vas acheter, donc on n'a pas le choix. Et chaque année c'est comme ça. Cependant, les bouchers affirment que la viande ne connaît pas de changement de prix. On n'a pas augmenté, toujours le même prix là. 2000 c'est 1000 francs, le kilo c'est 2000 francs. Accusés par les commerçants détaillants sur l'augmentation des prix des denrées alimentaires, les grossistes se défendent. Le lait LP que les gens consomment beaucoup. Avant le sac, on le payait à Abidjan 70 000. Bon, je dis près de 84 000 francs à Abidjan. Vraiment, le prix est un peu élevé. Concernant le sucre, seulement, vraiment, nous, on voit le ministre qui vraiment puisse voir le prix du sucre en Côte d'Ivoire. Le sucre nous revient très cher. Et quand tu vois le sac de sucre du pas Eugène, près de 31 500, avec le transport, on vend encore près de 32 500. C'est pas facile. Pour bien permettre aux fidèles musulmans d'accomplir dans les meilleures conditions le 4e pilier de leur religion, il serait bon que les pouvoirs publics en charge des questions liées au commerce fassent des contrôles et des surveillances sur les prix des denrées alimentaires. Un conflit entre les autochtones et les allogènes dans le village d'Angovia, dans la région de Boisflé, a fait plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. Le village d'Angovia s'est vidé de ses habitants et fuyant les violences. Les forces de l'ordre ont ramené le calme, mais il est encore précaire, selon le témoignage de Kader Sogodogo et Chaltatou. Nous sommes à Angovia, localité de la sous-préfecture de Boisflé, à 8 km après le barrage de Koussou. Dans ce village, autochtones et halogènes se sont affrontés violemment. Bilan, plusieurs morts et blessés et des maisons incendiées. À l'origine de cet affrontement meurtrier, l'exploitation clandestine de l'or. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce village? Nous avons demandé aux jeunes de prendre 200 francs par personne à tous ceux qui vont à la mine. Et des jeunes qui sont partis n'ont pas voulu payer. Ils ont voulu forcer le passage. Il paraît qu'il y a eu des accrochages. Ces accrochages auraient provoqué un mort. Et c'est la riposte. Indexés, les halogènes à travers leur porte-parole donnent leur version des faits. Les gens de Govia, il fait barrage civil. Il dit que les gens ne peuvent pas passer pour aller au travail. Il faut qu'ils payent 10 avant qu'ils vont partir. Donc les gens disent que non, nous en sommes les manières, il n'y a pas l'argent pour payer pour aller au travail. Ils ont demandé pardon et puis ils n'ont pas tombé d'accord. Et puis ils ont commencé pour frapper les messieurs. Hier soir, nous on est ici, on attendait coup de fusil, bao. Donc maintenant, un peu de temps, on avait des jeunes, les plus pour venir. Les balles, il y a bercé, l'autre dans son ventre. Il y a l'autre qui a trouvé ici, il y a l'autre qui a trouvé ici. Donc les gens ils sont venus, ça fait 4 personnes. On dit ah comme ça là donc c'est venu problème. L'exploitation clandestine de l'or a pris de l'ampleur dans cette localité et cela a provoqué l'arrivée massive des halogènes, donnant lieu à une cohabitation extrêmement difficile. Face à ce désastre, les différents responsables de communautés en appellent à la fin des hostilités. C'est des gens que nous avons acceptés, nous avons adopté. Tolérance,
Nous on veut n'encore été comme ça. Nous on veut pas ça là n'encore commencer encore. Pour l'heure, Angovia s'est vidé de ses habitants. Ce sont donc des milliers de personnes qui sont sans abri et plongées dans la désolation. Et les populations autochtones et allogènes de la sous-préfecture de Nyabodou-Nyoa s'engagent sur la voie de la paix et de la réconciliation. Elles ont organisé une journée dédiée à la paix pour exprimer cet engagement. Thérèse Tapeyoboué pour le reportage. Respecter les us et coutumes, reconnaître l'autorité des chefs, se parler avec courtoisie, recourir toujours aux autorités en cas de conflit, avoir des rapports justes et sincères, s'entraider, préserver la cohésion sociale par tous les moyens sont, entre autres, les points sur lesquels les populations se sont engagées pour une coexistence pacifique à Nyabodou-Nyoa. L'initiateur de cette journée, Trabikwe Jean-Brice, sous-préfet de Nyabodou-Nyoa, a insisté auprès de ses administrés afin que ces engagements pris ne demeurent pas de simples mots, mais qu'ils se traduisent dans le comportement quotidien de chacun afin de garantir la paix et le développement de Nyabodou-Nyoa. La représentante locale de l'ONG Surf for Common Ground a salué l'initiative du sous-préfet de Nyabodou-Nyoa. Elle a exhorté les populations à être des modèles pour les communautés des autres localités. Une communication sur la nécessité de la cohésion sociale a été faite auparavant par le secrétaire général de préfecture, Blé Pépé Joseph. Quant aux magistrats Diallo Oumar et Alou Boigny, ils ont expliqué la loi sur le foncier rural et la nécessité d'immatriculer les terres pour éviter à l'avenir des conflits fonciers récurrents dans la région. Des lits, des matelas pour renforcer le plateau technique de l'hôpital général de Grand Bassam. Ce sont en tout 17 tonnes de matériel médical provenant de France. Ce don est le fruit de la coopération décentralisée tissée entre la ville de Moulins et la commune de Grand Bassam. Plus d'explications avec Gabriel Zani. Ces dons sont le résultat de la coopération entamée il y a 3 ans par le défunt maire de la commune de Grand Bassam, Jean-Michel Moulot. Le projet a été repris par l'ancien maire Martin Aka Anokwa. Aujourd'hui, la coopération tissée entre la ville de Moulins-sur-Hélier et la commune de Grand Bassam porte de bons fruits. 17 tonnes de matériel médicaux offertes par la ville de Moulins-sur-Hélier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur donc de pouvoir recevoir les dons. Pour dire que quelque chose a commencé, a été préparé. Et évidemment, j'en suis l'heureux récipiendaire aujourd'hui. Au nom surtout de la famille de la santé, je voudrais humblement et sincèrement remercier la ville de Moulins. Le maire de Moulins et ancien ministre français du logement a exprimé sa fierté d'être à Grand Bassam pour matérialiser ce début de coopération. Le plus important, c'est les échanges, les contacts entre les hommes et les femmes des deux équipes de Moulins et de Grand Bassam. Si vous me permettez, vous direz que c'est le premier bébé qu'on a fait entre Bassam et Moulins. Les maires des deux communes sont revenus dans leurs allocutions sur l'importance de développer ce type de partenariat pour soutenir le développement des collectivités locales. La cérémonie de remise de dons a eu lieu en présence des autorités administratives, du directeur départemental de la santé et de la directrice de l'hôpital général de Grand Bassam. Hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, dans le nord du Sinaï, 4 personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans des attaques armées perpétrées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est l'attaque la plus sanglante. Elle a eu lieu contre un bus transportant les ouvriers d'une cimenterie. L'Égypte est toujours sous tension et depuis l'éviction du président Morsi le 3 juillet dernier, c'est le Sinaï qui s'enfonce dans la violence. Après l'attaque d'un poste de contrôle la semaine dernière, c'est un bus qui transportait des ouvriers d'une cimenterie qui a été touché par un lance-roquette. Au moins 3 personnes ont été tuées, 17 autres ont été blessées. On roulait tranquillement et brusquement tout s'est embrasé. On est descendu du véhicule et on s'est cherché les uns les autres. Il y avait 2 ou 3 cadavres dans le bus. On a réalisé qu'on avait été frappé par une roquette et qu'il y avait des morts et des blessés. Dans le Sinaï, les extrémistes islamistes ont lancé un appel aux armes et les actes de guérilla se multiplient. Par précaution, les forces armées égyptiennes ont démoli plusieurs tunnels entre Rafah et Gaza
Ils les ont remplis de sable et d'eau pour empêcher le passage d'armes de contrebande ou de militants islamistes. Au Caire, partisans et détracteurs de Mohamed Morsi appellent à de nouvelles manifestations, alors que la formation définitive du gouvernement intérimaire devrait être bientôt annoncée. Une situation suivie de près à l'étranger. Le secrétaire d'État adjoint américain William Burns est arrivé au Caire dimanche pour une visite de 2 jours. Et avant de nous séparer, sachez qu'Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, qui suit avec la plus grande attention la situation en Égypte, a décidé conformément aux dispositions pertinentes de la déclaration de Bamako de l'envoi d'une mission d'information et de contact au Caire du 16 au 20 juillet 2013. Cette mission, composée de hautes personnalités francophones, sera conduite par M. Guillaume Djigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. L'objectif de cette mission est de recueillir les informations pertinentes pour le secrétaire général et les instances de la francophonie suite aux événements survenus en Égypte le 3 juillet dernier. C'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention.